Alors, qu'est-ce que l'atomistique? L'atomistique, comme vous le devinez, c'est l'étude des atomes. Un atome est constitué d'un noyau, lui-même étant constitué de protons qui sont chargés positivement et de neutrons qui, comme leur nom l'indique, sont neutres, autour duquel, les protons et les neutrons donc s'appellent les nucléons, nucléons parce que ça veut dire noyau, que c'est dans le noyau. Autour de ces protons et de ces neutrons gravitent les électrons sur des orbites ou orbitales, on verra ça plus en détail ensuite. Et les électrons sont chargés négativement. Normalement, tout ça, vous le savez déjà. L'atome, en tout, est neutre. Si vous avez un élément chimique qui n'est pas neutre, il s'agit d'un ion. Donc il lui manque ou il a trop d'électrons autour du noyau. Mais les atomes sont neutres. Alors, l'atome est représenté par son symbole chimique. Alors, j'ai mis X ici, mais ça peut être donc H pour l'hydrogène, He pour l'hélium, etc. À côté duquel, vous trouverez A, c'est-à-dire le nombre de nucléons, et Z, le nombre de protons. On peut en déduire le nombre de neutrons, qui est égal à Z moins A. Je me suis trompée, A moins Z. Et comme l'atome est neutre, le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. Donc attention, il y a bien une erreur. Le nombre de neutrons, c'est A moins Z, c'est le nombre de nucléons moins le nombre de protons. Voilà pour ça. Qu'est-ce qu'on peut vous demander? Alors on peut vous demander de calculer la charge du noyau ou la charge du nuage électronique grâce à la charge élémentaire qui vaut 1,6 fois 10 moins 19 coulombs, sachant que les protons donc sont chargés positivement de cette charge élémentaire et les électrons négativement, mais c'est toujours la même charge élémentaire. Si vous avez 3 protons, vous faites 3 œufs. 3 électrons moins 3 œufs. On peut également vous demander de calculer la masse du noyau, la masse de l'atome, et pour cela, donc, on va vous donner la masse des nucléons et la masse des électrons, sachant que les électrons sont environ 1000 fois plus petits, 1000 fois moins lourds que les nucléons. Alors, en général, on peut les négliger, mais ce n'est pas toujours le cas. Vous avez vu que ces valeurs des masses sont plus compliquées que la charge élémentaire à retenir. Du coup, on a choisi une autre unité, qui est l'unité de masse atomique, qui correspond à 1/12 de la masse molaire de carbone 12. Voilà. Et grâce à cette unité, c'est beaucoup plus facile. Vous allez voir, un nucléon donc a une masse de 1 unité de masse atomique environ. Et l'électron, comme je vous ai dit, il est beaucoup plus léger. Sa masse vaut environ 5,5 fois 10-4 unités de masse atomique. Voilà, c'est pour ça qu'on le néglige en général, puisque c'est plus de 1000 fois plus petit. Ensuite, on va vous demander de savoir si un atome est stable ou instable. Alors, vous allez sûrement voir la vallée de stabilité qui est représentée sur un graphique. Mais ici, uniquement avec ces données, vous pouvez déjà calculer le rapport N sur Z, donc le nombre de neutrons sur le nombre de protons. Si ce rapport est à peu près égal à 1, en général, c'est que l'atome est stable. Si par contre c'est assez déséquilibré, et notamment si c'est supérieur à 1,5, on considère que l'atome est radioactif. Alors, comment se fait-il que ce nombre de neutrons peut varier? C'est parce qu'il existe dans la nature parfois différents isotopes d'un même élément chimique. Qu'est-ce que ce sont les isotopes? Ce sont des éléments qui ont le même nombre de protons, donc le même Z, mais un nombre de neutrons différents, donc un nombre de nucléons différents également. Voilà, ça revient au même. Attention, quand vous regardez dans le tableau périodique la masse molaire des éléments, souvent vous voyez des nombres à virgule. Alors pourquoi? C'est parce qu'ils ont pris en compte l'abondance de chaque isotope
à l'état naturel. Donc vous aussi, si on vous demande la masse molaire d'un élément chimique, il va falloir prendre en compte cette abondance de chaque isotope. Je vais vous montrer comment on fait sur un exemple. Alors par exemple, prenons le chlore. Il existe deux isotopes naturels, le chlore 35 et le chlore 37. Le chlore 35 est présent à 75% à l'état naturel et le chlore 37 représente seulement 25% du chlore à l'état naturel. Comment est-ce qu'on va calculer la masse molaire? Vous voyez que la masse molaire du chlore 35, ce serait 35 grammes par mol. Celle du chlore 37, ce serait 37 grammes par mol. Comment on va faire? Eh bien tout simplement, on va dire que la masse molaire du chlore, c'est 75% de la masse molaire du chlore 35, donc de 35, plus on rajoute 25% de la masse du chlore 37, c'est-à-dire 37 grammes par mol. Et on obtient, si vous le faites à la calculatrice, le résultat qu'on trouve dans les tableaux périodiques, en général 35,5 grammes par mol. N'hésitez pas à tester, à vérifier, et si on vous demande donc de calculer ça, n'oubliez pas ce détail. Alors, passons à une deuxième partie de ce chapitre. Il existe plusieurs modèles de l'atome. En mécanique classique, vous allez avoir le modèle de Bohr, et en mécanique ondulatoire, vous allez avoir des choses un peu plus compliquées. Alors, la mécanique classique considère que l'atome est un peu comme le système solaire. Vous avez le noyau au centre, comme le Soleil, et les électrons qui gravitent autour, comme les planètes autour du Soleil. En mécanique ondulatoire, on va considérer qu'on ne connaît pas la position des électrons précisément, mais on peut connaître la probabilité de présence des électrons dans certaines zones. Je vais vous faire des schémas pour vous expliquer mieux. Voici le noyau de l'atome en mécanique classique et les orbites sur lesquelles se trouvent les électrons, comme s'ils décrivaient donc des orbites des planètes autour du Soleil. Ce sont des orbites circulaires. Voilà, vous en avez de différentes tailles. On commence toujours proche de l'atome, puis on s'éloigne petit à petit. Et plus on s'éloigne, plus les niveaux d'énergie vont augmenter. Vous avez normalement déjà vu les couches K, L, M, etc. Ça correspond exactement à ça, la couche K étant la plus proche du noyau, L étant la suivante, etc. En mécanique ondulatoire, on a toujours le noyau, et autour de ce noyau, on peut représenter la première orbitale, je vais l'appeler comme ça, mais cette orbitale, elle représente, alors l'intérieur de cette orbitale, c'est-à-dire la sphère qui se trouve autour, représente la zone où il y a un maximum de densité de probabilité de présence de l'électron. Alors, il existe différentes formes d'orbitales. Ici, ce serait une orbitale S. On va voir à nouveau ce que ça signifie après. Il y a des orbitales qui ont plutôt cette forme en forme de 8. Et à nouveau, ce qui nous intéresse, c'est l'intérieur de cette zone qui est la densité maximale de probabilité de présence. Il y en a selon tous les axes, X, Y, Z. Donc ce s'appelle des orbitales atomiques et elles répondent à l'équation de Schrödinger. Dans les deux situations, on va avoir besoin de définir des nombres quantiques qui vont nous donner la position de l'électron dans l'atome. Alors, qu'est-ce que c'est que les nombres quantiques? Il en existe plusieurs. Nous allons en voir 4. Le nombre quantique principal, qu'on appelle petit n, le nombre quantique secondaire, petit l, le nombre quantique magnétique, petit m, et le nombre quantique de spin, petit s. Les trois premiers vont définir l'orbitale sur laquelle se trouve l'électron. Le nombre de spin, lui, l'orbitale en fait est une case quantique dans laquelle va se trouver l'électron. Et le nombre de spin, lui, va définir le sens de rotation de l'électron sur lui-même. Donc, on va représenter les électrons
par une flèche vers le haut ou une flèche vers le bas en fonction de leur spin. On va voir ça plus en détail maintenant. Alors, on commence par le nombre quantique principal. Ce nombre quantique principal, il va définir les couches ou les niveaux d'énergie. Normalement, vous vous souvenez, hein, la couche 1 correspond à la couche K, le nombre quantique principal numéro 2 correspond à la couche L, le numéro 3 à la couche M, etc. Voilà, ça vous rappelle ce que vous avez vu précédemment. Ensuite, vous avez le nombre quantique secondaire. Ce nombre quantique secondaire va définir la sous-couche sur laquelle se trouve l'électron. Alors, ce nombre quantique secondaire peut aller de 0 à n-1, n étant le nombre quantique principal, hein, toujours. C'est-à-dire que pour la couche 1, on a 0 et 1. Pour la couche 2, on a 0. Pardon. Pour la couche 1, on a uniquement 0. Pour la couche 2, on a 0 et 1, etc. Et on peut les noter sous forme de lettres également. Donc, pour L égale 0, on appelle la sous-couche S. Pour L égale 1, on l'appelle P. Pour L égale 2, on l'appelle D, etc. Ensuite, vous avez le nombre quantique magnétique. Ce nombre quantique magnétique va définir l'orientation des orbitales. Comme je vous ai dit, les orbitales P, par exemple, sont selon les trois axes X, Y et Z. Donc, c'est ça que ça va nous indiquer. Alors, cette orientation, ce nombre quantique magnétique, peut aller de moins L à plus L. Donc, si L égale 0, on a uniquement M égale 0. Si L égale 1, on va avoir trois possibilités. M peut être égal à moins 1, à 0 ou à 1. Et enfin, nous avons le nombre quantique de spin. Comme je vous l'ai dit, il définit la rotation de l'électron sur lui-même. Il peut prendre deux valeurs, plus 1,5 ou moins 1,5, et en fonction de quelle est la valeur qui est prise par ce nombre quantique de spin, on va représenter l'électron par une flèche vers le haut ou une flèche vers le bas. Voilà pour ça. Alors, quelles sont les règles de répartition des électrons dans les différentes cases quantiques, c'est-à-dire les différentes orbitales que l'on vient de voir? Il y en a plusieurs. Il y a la règle d'Aufbau, le principe de stabilité, le principe d'exclusion de Pauli et la règle de Hund. Alors, regardons la règle d'Aufbau d'abord. Il s'agit d'une règle qui dit que les orbitales vont se remplir dans l'ordre d'énergie croissante, donc de celle de plus faible énergie vers celle de plus haute énergie. Et comme on l'a dit, celle de plus faible énergie étant la plus proche du noyau, on commence près du noyau et on s'éloigne petit à petit du noyau de l'atome. Alors, comment le représenter? En général, on trace un axe avec les niveaux d'énergie. Ici, je vous ai donc mis les niveaux 1, 2, 3, 4 qui correspondent au nombre quantique principal, hein, le petit n, les différentes couches. Et ensuite, on représente les cases quantiques qui correspondent donc aux sous-couches et aux différentes orbitales. Alors, pour la couche 1, il y a uniquement la case quantique 1s. Pour la couche 2, vous avez le 2s, puis le 2p. Pour la couche 3, 3s, 3p, puis 3d. Pour la couche 4, 4s, 4p, etc. Alors, vous avez remarqué que pour la sous-couche S, vous avez une seule case. Pourquoi? Parce que comme n est égal à 1, vous avez seulement L égale 0, et donc petit m égale 0. Une seule case quantique. Pour la couche 2p, on est avec petit n égale 2, L est égal à 1, et donc le nombre quantique magnétique peut prendre les valeurs moins 1, 0 et 1, ce qui nous donne 3 cases. Voilà. Pour la couche 3D qui est plus haut, c'est pareil, on est avec petit l égale 2,
Donc les valeurs qui peuvent être prises sont -2, -1, 0, 1 et 2, ce qui nous fait 5 cases différentes. Ensuite, nous avons le principe d'exclusion de Pauli. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit... Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous dire que vous avez remarqué que sur mon dessin, je sais que je dessine pas très bien, la couche 3D, la sous-couche 3D, pardon, est au-dessus de la couche 4S, alors qu'on l'a dessinée après la 4S. Alors on pourrait croire que c'est une erreur, mais pas du tout. C'est fait exprès. En réalité, la couche 4S est de plus faible énergie que la couche 3D, donc ça va entraîner des petites situations un peu plus compliquées que ce que vous aviez vu précédemment. En général, jusqu'à présent, vous vous êtes arrêté aux 3 premières lignes du tableau périodique et vous n'avez pas donc rencontré cette difficulté. Quand on va remplir les sous-couches, on commence par la couche 1S, puis on monte, on a la couche 2S, on continue de monter, on a 2P, on continue de monter s'il nous reste des électrons, 3S, puis 3P, puis si on continue de monter, on va d'abord remplir la couche 4S avant de remplir la couche 3D. Puis, si on continue de monter, on continue avec la 4P. Vous voyez que ça va être un peu plus compliqué qu'au début, mais il existe une façon de le représenter assez simple, avec des petites flèches qui partent en diagonale, que vous trouverez facilement sur internet ou que je pourrais vous montrer, qui permettent de savoir dans quel ordre remplir ces sous-couches. Alors, on continue avec le principe d'exclusion de Pauli, comme je vous disais. Il nous dit que deux électrons ne peuvent pas avoir les mêmes nombres quantiques. C'est-à-dire que si on prend par exemple la première case quantique, n égale 1, l égale 0, m égale 0 donc obligatoirement, et le nombre quantique de spin peut être égal à plus 1,5 ou moins 1,5. Traduction, on ne peut pas avoir deux électrons avec le même spin dans la même case, sinon ils auraient les mêmes nombres quantiques. Voilà, impossible de dessiner ça, on est obligé de leur donner des nombres de spin différents. Donc toujours une flèche vers le haut et une flèche vers le bas dans chaque case. Et de la même manière, on ne peut pas avoir un troisième électron dans une case. La règle de Hund, maintenant, pour finir, nous dit que dans une sous-couche, les électrons occupent un maximum d'orbitales vides avant de s'apparier. Alors, un petit exemple. Si on prend le carbone avec 6 électrons, on commence par remplir la couche 1s avec 2 électrons, puis 2s avec 2 électrons, puis 2p avec 2 électrons. Vous avez vu que là, je les ai mis dans la même case, alors que nous avons 3 cases à disposition avec la même énergie. Donc, on n'a pas le droit de faire comme ça. On va être obligé de les répartir dans 2 cases différentes, puisqu'ils aiment bien avoir de l'espace. Les électrons, ils se repoussent entre eux, ils sont tous les deux négatifs. Donc, ils préfèrent être sur 2 orbitales différentes, c'est beaucoup plus stable. Voilà pour ça. J'espère que c'était clair et je vous dis à bientôt.